attache comme ça. En général, c'était commandé à l'origine plutôt par un tracteur lance qui était, bon, c'était ce qu'on voyait plus couramment dans les côtés les plus puissants pour tourner. Alors le but, c'est donc d'entraîner la batteuse et le batteur, il doit tourner à 1100 tours à peu près par minute, quoi. Alors automatiquement, en tournant à 1100 tours, tous les autres accessoires, ventilateurs, chaînes, bon, sont programmés de façon en fonction de la vitesse. Bien sûr, tournent plus vite, d'autres moins vite, ce qui est logique. Mais en fait, c'est une histoire de rapport de vitesse, de poulie, et trucs comme ça. Alors, la batteuse par elle-même, bon, ben alors, la commande se fait directement sur le batteur, qui lui sert à, quand le grain est envoyé sur la plaque, le grain est séparé de la paille par la vitesse du batteur. Alors ça tombe ensuite à l'intérieur sur toute une partie de grille, puis de ce qu'on appelle des parties secoueurs, de façon que le grain tombe après à travers des grêles qui passent après par un aspirateur, qui passent pour évacuer toutes les impuretés que l'on trouve là-bas, ce qu'on appelle dans les balles. Et ensuite c'est envoyé par une chaîne au trieur et qui calibre encore le grain éventuellement, parce qu'après il y a un sac qui reçoit les déchets, et après l'ensachage se fait par en bas là. Alors il y en a le ventilateur qui est en dessous. Et alors après, bon, la paille qui s'en va direction la presse, la paille passe sur des secoueurs qui sont en permanence en mouvement, ce qui permet de faire tomber le grain. Alors les secoués sont pareils avec des alvéoles, de façon qu'à travers le blé, partant la paille, tombe encore en dessous, retombe sur les grêles, qui retourne encore dans le système de grêle de triage de blé. Et puis alors ensuite, la paille est évacuée, qui va directement ici dans le cas, c'était la presse. À l'origine, c'était des monts de paille, c'est-à-dire que la paille était en vrac. Alors maintenant, bon, ben, c'est plus facile pour la... Alors là, c'est une presse qui, là c'est une presse haute densité. Les bottes sont serrées au fil de fer. Et cette presse, il faut qu'elle tourne, elle donne le piston qui compresse la paille. Il y a 45 coups de piston par minute. Faut pas y en ait plus ni moins, quoi, parce que après où ça vibre, bon, puis après il y a un système de réglage suivant la paille, si elle est plus ou moins dense, si elle est plus ou moins sale qu'il y a de l'herbe. Bon, bien après il y a un réglage de pression de presse, quoi, de paille. Bon, de toute façon à faire des balles. Et alors là, toutes elles sont serrées avec du fil de fer. Parce qu'après il y a eu des presses plus petites, c'est la corde. Mais là c'est du fil de fer, c'est la haute densité. Alors, puis alors là, hier, Denis il a un appareil qui permet de préparer les fils de fer. C'est à une extrémité, il est torsadé et puis redressé pour enfiler dans les aiguilles pour que quand même ce soit bien régulier. Autrement, bon, rien de particulier. Alors bien sûr, celle-ci est une machine plus moderne parce qu'elle est subclimatique. Les anciennes étaient comme la presse, ça va sur des roues en fer. Alors sur les routes, c'était le... Bon, ben maintenant pour nous c'est un peu du faux. Alors là-haut, bien sûr, il y a la planche qui se rabasse et là les coupeurs de cordes, ils prennent les gerbes, ils les jettent sur la table. En principe, on doit les étaler sur la table. Et après, il y a le gars qui est devant, qui on appelle l'engreneur, qui lui règle de façon que les gerbes arrivent régulièrement dans le batteur. Parce qu'il faut que ça arrive des gros paquets, parce qu'il fait un gros rouf. Puis après, s'il y a trop de grains, bon, ben, il en reste de trop dans la paille. Il faut que ça arrive à s'évacuer logiquement. Alors bon, c'est un coup à prendre quand les gars ils donnent les gerbes régulièrement, que l'engreneur il fait ça bien, bon ben il n'y a pas de problème. Et alors quand c'était les anciennes machines, il y avait un mont de paille, l'engreneur il regardait toujours que la paille arrive régulièrement sur les poignées de trou, à part s'il y avait de l'herbe ou des ronces, alors on voyait ça de façon que la paille s'étend tout le long de son palier. On devait voir que de la paille, pas de chaîne qui montait là. Enfin bon, ça c'était aléatoire, c'est pas toujours évident que ça se passe bien, quoi. Alors, autrement, bon, enfin, pour ceux qui faisaient ça, les journées des fois étaient longues, hein, parce que quand il y avait en plein soleil toute l'année, et puis il y avait des gros gerbiers, c'était toute la journée, c'était dur avec la poussière, enfin bon, on n'a rien sans peine. Enfin après il y avait des petits moments de détente aussi, quand la machine, on changeait de propriétaire, quand c'était le petit gerbier, bon ben, il y avait la pause. À chaque fois, il y avait toujours la pause casse-croûte, sur un gâteau, un truc comme ça, le temps que la machine change de place. Alors, le travail était dur, mais enfin, c'était aussi, puis c'était le soir, bon, tout le monde se retrouvait autour d'un bon repas, c'était le soir ou à midi. Hein. Enfin, c'est vrai que le travail était dur.
c'était une époque. Hein. Maintenant, nous on fait ça pour s'amuser, puis à ce moment-là, c'était vraiment du travail, c'était disons intensif, hein, faut pas. Alors après, il y avait, là ça va maintenant, comme là le blé il sort dans les sacs, on le met dans les remorques, que très souvent dans les fermes, ben, il y avait des porteurs de sacs, et ils montaient le grain dans les greniers, qui n'étaient pas toujours accessibles, soit par des escaliers ou des échelles. Alors on mettait en général les gars jeunes et costauds pour porter les sacs. Et puis alors il y avait des sacs de toutes dimensions, il y avait des sacs de, alors il y avait presque des fois 80, 90 kg, d'autres il y en avait 75. Alors il fallait faire, bon, on s'y habituait. Hein. Enfin il y avait de la relève quand même. Hein. Et alors il y avait beaucoup de maisons, là ça va c'est une petite bricole. Mais il y avait des maisons, il y avait 2 gros gerbiers, parce que les gerbes n'étaient pas sur remorque, elles étaient faites. Des gros tas qui étaient, alors la machine se mettait entre les deux. Et puis après, il y avait un qui était fini, on balançait sur l'autre. Il y avait même des maisons où il y avait un 3e gerbier, alors il fallait que décaler la machine pour la remettre à côté de l'autre gerbier pour continuer. Alors ça faisait une pause pour les gens qui étaient employés. C'était bien sûr beaucoup entre voisins, ça fait fallu du monde. Hein. Le travail n'était pas caché quand c'était toute une journée. C'était dur quand il faisait chaud. Et puis alors à ce époque-là, il y avait quand même aussi des francs buveurs, il y en avait certains, ils rentraient par la maison le soir, ils couchaient au pied du palier. Bon, c'était une époque. Là. Encore, bon, je vois nous les anciens, ils ont encore connu plus terrible que nous. Hein. Ben, j'avais mon père quand il était jeune, alors c'était avec une loco, c'était une routière, c'était un marché à la vapeur. Alors sur les routes, c'était amusant. Hein, maintenant. Voilà, puis maintenant. Ça fait partie du folklore. Et puis alors ça va bien parce qu'on a Denis Guillot qui était passionné de ça. Bon, ce sont des anciens entrepreneurs. Hein. Et puis bon, il a une passion de la mécanique. Je crois que c'est lui qui a le plus plaisir finalement. Il est content, ça le remet dans son... Après, on le voyait tout à l'heure, il faisait tout le tour de ses machines, il regardait tout un... C'est bien. Cette réalisation avait pour but d'avoir un tracteur puissant avec une adhérence maximum. Et en Angleterre, il a été construit sur la base de Fordson Major qui développait aux alentours de 40-45 chevaux, ce qui faisait aux alentours de 90 chevaux de puissance. Et cette réalisation en France a été faite pour la première fois sur la base de 2 sommes 40 aux établissements L'Hermite Frères à Dreux, dans l'Eure-et-Loire. Et toujours pour la même affaire, avoir un tracteur puissant avec une adhérence maximum. Et cette réalisation a été faite parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de constructeur qui fabriquait des tracteurs d'une puissance supérieure à 50-60 chevaux, ce qui devenait insuffisant pour l'agriculture. Le constructeur de ça, je ne peux pas vous dire exactement combien d'exemplaires qu'il a sorti, mais quand même très peu, parce qu'après les grands constructeurs se sont mis à faire des 80-100 chevaux, et tout ça, ça a été abandonné. Mais à l'heure actuelle, il est impossible d'en trouver dans le commerce, à part 1 ou 2, je crois, qui ont été réalisés dernièrement dans des départements dans le Nord, des trucs comme ça. La réalisation que j'ai faite sur ces 2 ponies a ce rapport pour montrer ce qu'a été un tracteur tandem, mais bien sûr n'a pas de rapport au point de vue puissance, parce que ça représente une puissance de 40 chevaux. Mais le principe vient exactement le même. Hein. Et à ma connaissance, Massey Harris n'a jamais construit de tracteur tandem. Je pense qu'il est le seul et unique en France à l'heure actuelle de ce système-là.